Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Adrien Couret, le directeur général d'AEMA Group. Bonjour. Bonjour David Jacot. Merci d'être avec nous sur Boursorama. On parlait juste avant de la BCE, c'est important, les taux d'intérêt évidemment. Si vous étiez à la place de Christine Lagarde, vous faites quoi jeudi? Vous augmentez ou pas les taux directeurs de la BCE? Et oubliez la casquette d'assureur qui est la vôtre, parce qu'elle a quand même intérêt à ce que, quand on assure, on préfère d'avoir des taux à court plus élevés, non? Ça dépend, mais la hausse des taux d'intérêt de la part de la BCE, elle se défendrait. Nous, ce qu'on voit en tant qu'assureur, c'est que l'inflation elle est déjà passée dans l'économie. On le voit dans la réparation, par exemple, des pièces de véhicules. On le voit dans la réparation des tuiles sur les toits. On le voit dans ce que demandent les professionnels auxquels on a recours quand ils doivent se déplacer, les professionnels de santé notamment. Le premier tour de l'inflation, il est déjà passé dans l'économie et c'est normal que la BCE s'en préoccupe aujourd'hui. Donc il y a une cohérence, encore une fois, à ce que la BCE augmente ses taux. C'est ce délicat équilibre entre juguler l'inflation et puis ne pas étrangler l'économie. L'économie souffre par ailleurs en tant qu'assureur. On voit les défaillances d'entreprises, les négociations de plus en plus difficiles sur les prix d'assurance, aussi notamment des entreprises. Donc il y a vraiment une ligne de crête, il ne faut pas se tromper et on observe ça de très près. Bon, quand on est assureur, on préfère des taux courts plus élevés, non? Ça dépend. En fait, quand on est assureur, on peut gérer du très court terme. Mais on peut gérer du très long terme. Ouais. Moi, quand un épargnant vient dans le groupe AEMA pour nous confier son argent pour sa retraite, il peut rester pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans. Donc, taux court élevé, pas élevé, ce que je préfère, c'est une forme de stabilité. Je veux pouvoir prévoir. Pour lui dire, ton argent, tu pourras le récupérer dans de bonnes conditions, avec un bon rendement. Là, je parle à l'assureur qui touche les primes aujourd'hui et qui doit décaisser au fur et à mesure les sinistres et couvrir des sinistres. On peut préférer les taux courts. Et on a un petit problème, c'est qu'on a l'inflation. Nous, nos tarifs, on les fait évoluer qu'une fois par an. Ouais. Et donc, quand on décide, on doit essayer de deviner que va être l'inflation dans l'année qui vient. Et donc, cette préférence pour les taux courts, c'est la contrepartie de ce petit risque qu'on a sur l'inflation qui arrive. Dans l'actualité également, il y a le gouvernement qui lance cette semaine ses concertations dans le cadre du budget 2027. Adrien Couret, sans mesure d'économie selon Bruxelles, nous aurons un déficit l'an prochain à 5,7%. Est-ce que vous redoutez que les assureurs, que les mutuelles soient de nouveau mises à contribution? D'autant que les dépenses de santé, on le sait, ne sont pas tenues. Mais en même temps, c'est lié au vieillissement, c'est lié à plein de choses qu'on pourrait expliquer. Alors, écoutez, on commence à voir le cuir tanné. Ça fait quelques années que tous les ans, on demande aux assureurs de mettre au pot. C'est pour ça que je ne vais pas vous faire un discours corporatiste, plutôt prendre un petit pas de recul. Le vrai drame, ce n'est pas qu'on aille taxer les assureurs. Le vrai drame, c'est le potentiel 6,2% de déficit. Parce que là encore, je vous disais, on accompagne des épargnants sur le long terme. Donc la question des déficits, la question du niveau de la dette, elle a directement un impact là-dessus. Alors nous, on fait notre métier d'assureur, c'est-à-dire qu'on place de l'argent un peu en dette française, un peu en dette européenne, dans des entreprises, dans des obligations. Donc on saura passer les chocs. Mais le vrai drame pour le pays, il est celui-là. Il est que pour le PLF et le PLFSS qui arrivent, on va à nouveau avoir une discussion comptable, alors qu'en réalité, les besoins, ils sont sur s'occuper de la santé des Français, des logiques de prévention climatique. Et on a vu avec la dernière vague de chaleur que le changement climatique allait être partout. Donc, moi, ce que je regrette, c'est qu'on va avoir à nouveau un débat très comptable, très sur les chiffres, très sur le budget de fin d'année, un peu comme dans les entreprises. Et faire les poches des assureurs, au passage. Et faire les poches des assureurs, mais pas un débat sur Vous transmettez ça dans les primes? En plus, in fine, derrière, c'est l'assuré qui paye, non? Dans la plupart des cas, oui, sauf quand on arrive dans des situations, typiquement l'an dernier, la taxe de 2% sur les complémentaires santé, elle a été décidée quasiment au 31 décembre. On ne l'a pas passée dans les primes, on l'a prise sur nos marges. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les assureurs augmentent régulièrement leurs primes face au coût du risque, mais dans l'ensemble, si je regarde mon groupe, nos niveaux de marge n'ont pas augmenté, parce que le coût du risque va tellement vite qu'on ne peut pas tout transmettre dans notre inflation de primes. Ça, on joue un rôle d'amortisseur là-dessus. Donc vous le lissez dans le temps? On lisse. C'est-à-dire que les primes d'assurance ont vocation en santé, sur tous les sujets, habitation, ont vocation, pardon d'être très pragmatique, mais ont vocation à augmenter tous les ans, c'est comme ça, en lien avec la sinistralité, les catastrophes climatiques, le vieillissement. Il y a pas... Je vais le formuler différemment. Les primes d'assurance augmentent structurellement parce que les remboursements augmentent. Les tarifs et les remboursements augmentent pour de bonnes raisons. C'est que la population française, on parlait de santé, elle vieillit, donc elle a besoin de plus en plus d'accompagnement. En France, vous avez de plus en plus de logements, de véhicules, et il y a des évolutions comme le changement climatique. Ça coûte plus cher de se protéger. Et donc, c'est comme un investissement qu'on fait davantage. Nos taux de redistribution, par ailleurs, c'est-à-dire ce qu'on rend à nos assurés, continuent d'augmenter aussi. C'est ce rôle un petit peu de réparation invisible qu'on fait dans la société. Encore une fois, alors après, si vous étiez
patron de la BCE, mais si vous êtes ministre de la Santé, qu'est-ce que vous faites justement pour pas avoir une vision comptable des choses et chercher à faire les poches aux uns et aux autres? Paradoxalement, si je suis ministre de la Santé, je m'occupe moins des comptes de la Sécu et plus de la santé des Français. Parce que pourquoi on a une augmentation des déficits sociaux en santé? C'est parce que les Français sont de moins en moins en bonne santé. Alors il y a la question du vieillissement de la population, mais il n'y a pas que ça. La France est un des pays dans l'OCDE où l'espérance de vie en bonne santé est la plus basse. On est un des pays dans l'OCDE où la prévention, les investissements en prévention sont les plus bas. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets les acteurs autour de la table, évidemment Sécu, professionnels de soins, mutuelles, associations de patients, industriels, pour fixer une stratégie France Santé autour de l'augmentation de l'espérance de vie en bonne santé. Et ça passe autour de la prévention. Aujourd'hui, on a des approches très cloisonnées de la prévention. Et moi, j'ai eu l'occasion de dire au ministre de la Santé, mais nous, assureurs, nous pourrions être le dernier kilomètre de la prévention. Quand vous faites des campagnes de vaccination, de dépistage, et que ça ne marche pas bien, en envoyant des courriers que personne n'ouvre, appuyez-vous sur nous, confiez-nous des missions qui, au final, seront dans l'intérêt de tous. Vous, Sécu, parce que ça baissera les déficits, les assurés, évidemment, parce qu'ils seront mis en santé, et nous, ça permettra de limiter nos augmentations de tarifs. Il n'y a pas assez de collaboration sur les sujets de prévention en santé aujourd'hui en France, et comme sur beaucoup d'autres sujets d'ailleurs. Et concrètement, sur des sujets du quotidien, en santé, vous feriez quoi? Typiquement, aujourd'hui, quand la sécurité sociale fait une campagne, par exemple, pour pousser à la vaccination ou au dépistage, on sait qu'il y a peut-être que 10% des Français qui agissent derrière. Et c'est très souvent les mêmes, c'est ceux qui sont déjà sensibilisés aux choses. Concrètement, nous pourrions, avec tous nos moyens, nous avons des salariés dans des agences, nous avons des salariés sur des plateaux téléphoniques, on sait faire du marketing, c'est notre métier, on pourrait élever considérablement ce taux d'engagement. On pourrait déployer des programmes spécifiques de prévention, comme on le fait dans les entreprises, qu'on est des gros assureurs d'entreprises spécifiques. Mais pour ça, ça suppose de le faire main dans la main, là où les débats budgétaires avec la puissance publique ont plutôt tendance à nous opposer, et puis on se bagarre, on s'envoie des messages par médias interposés sur les taxes, etc. C'est pas intéressant, c'est pas ça qu'il faut travailler aujourd'hui, et j'espère que pour la campagne présidentielle à venir, que c'est bien ce sujet-là qu'on va réussir à travailler. Il y aura un autre sujet qu'il faudra travailler lors de cette campagne présidentielle, c'est la retraite. Ça vient de sortir ce matin, j'ai vu ça dans le COR, le Conseil d'orientation des retraites, qui prévoit une forte aggravation du déficit sur fond de baisse de natalité à venir. C'est un rapport qui a été rendu public il y a quelques heures. Un déficit qui serait de, alors on se dit 0,2 points de PIB en 2030, 6,8 milliards d'euros. On se dit que c'est gérable, 7 milliards d'euros d'horizon 2030, non? Ou c'est pas gérable? Si je comprends bien, le 7 milliards, c'est l'impact de cet ajustement de la démographie, mais le déficit est plus important. Je pense que le sujet de la retraite, comme celui de la santé, évidemment, il mérite qu'on regarde la question des déficits, mais il mérite de regarder les choses un peu différemment. En tant qu'assureur, on regarde beaucoup le débat sur répartition versus capitalisation. La campagne présidentielle démarre, il y a des propositions. Moi, ce que je dis, c'est que les Français ont déjà compris qu'il y avait un problème des retraites et ils capitalisent déjà. Le poids de l'assurance vie, le poids du PER, qui a été un vrai succès, le plan d'épargne retraite en 10 ans, ça montre qu'aujourd'hui, ils capitalisent déjà, même si le mot ne plaît pas beaucoup. Et du coup, quand on tient compte de cet effort financier qu'ils font, la France n'est pas loin de la moyenne. Les Français ne sont pas loin de la moyenne européenne en effort de capitalisation pour la retraite. Donc nous, ce que nous disons au niveau du secteur, mais c'est intensifions cet effort, évidemment, sans pénaliser la question de la répartition. Où là, moi, j'ajoute un élément qui est un peu un twist de l'histoire, c'est que la retraite par répartition fonctionnait beaucoup mieux quand elle était gérée plus directement par les partenaires sociaux. D'ailleurs, on voit que l'Agirc Arrco, qui est gérée directement, fonctionne bien. Et est excédentaire, donc, le patron il est venu chez nous, c'est un régime qui est excédentaire, géré par les partenaires sociaux. Mais parce qu'il est géré dans une logique de consensus, de logique de responsabilisation des acteurs. Et d'ajustement permanent. Et d'ajustement permanent, ce que l'étatisation du régime n'a sans doute moins permis. Mais ça, c'est pas encore dans le débat non plus, ça, de donner la main aux partenaires sociaux sur la gestion du régime général. Nous y croyons beaucoup. Alors, on est un groupe mutualiste, on croit beaucoup, je dirais encore intermédiaire, qui est un terme qui a été un peu démonétisé depuis 10 ans. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, je l'évoquais sur la prévention santé, sur la retraite, on pourra aussi l'évoquer sur le climat, c'est beaucoup de solutions à des problèmes systémiques, elles doivent être co-construites. Avec évidemment la puissance publique qui doit poser un guide, un cadre, une forme de stabilité, mais avec les acteurs qui sont directement concernés. Ouais. Après, on passe à la canicule, à ses effets sur l'économie française, mais juste, je voyais dans le... c'est compliqué parce que les Français ne veulent pas de la retraite à 64 ans ou plus, on l'a bien vu, et en même temps, le corps dit, pour équilibrer en 2030, il faudrait être à 64,5 ans en moyenne en l'âge de départ à la retraite. Aujourd'hui, on est à 62,9 ans. Comment on fait dans le cadre de la campagne présidentielle pour que les Français puissent trancher ou pas? Et je voyais lors du
meeting de Jean-Luc Mélenchon, Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis, qui dit « La France a les moyens, peut se permettre la retraite à 60 ans ». Comment, quand on est citoyen, on peut se déterminer sur ce sujet-là de la retraite qui nous touche tous potentiellement? Ce qui est très compliqué avec ce sujet de retraite, et c'est une vérité, je pense qu'on vit soi-même ou qu'on vit au travers de sa famille, c'est qu'en réalité, les besoins en termes de retraite ne sont pas du tout les mêmes. Selon la vie qu'on a eue, selon le métier qu'on exerce, selon l'endroit où on habite, selon le nombre d'enfants qu'on a eus, le rapport au travail et le rapport à la retraite n'est pas du tout le même. Donc oui, au programme politique, aux hommes politiques de fixer un curseur. Moi, ce que je crois, et c'est ce que j'évoquais avec cette notion d'épargne en fait, qui existe aujourd'hui, c'est qu'il faut aussi donner aux Français les moyens de préparer eux-mêmes, au-delà du régime, je dirais, le même menu pour tout le monde, la façon de se préparer. Donc c'est aujourd'hui l'assurance vie, c'est le PER, et nous, ce que nous proposons par le biais de notre fédération, c'est par exemple que toutes les entreprises, toutes petites et grandes, puissent proposer un plan d'épargne retraite à leurs salariés, et que la question de l'intéressement, de la participation puisse être beaucoup plus fléchée vers ces dispositifs de préparation de l'avenir que ça n'est le cas aujourd'hui. Ça n'est pas assez aujourd'hui, je ne me rends pas compte. Non, aujourd'hui ça l'est très peu. Et cette notion de participation-intéressement fléchée vers la retraite, elle est très intéressante parce que ça n'est pas une charge additionnelle, parce que finalement, quand vous avez de la participation et de l'intéressement, c'est que vous avez fait des bons résultats. Ouais. Et ça permet malgré tout de garantir l'avenir de vos salariés. Donc c'est une proposition qui serait très intéressante pour les entreprises. Adrien Couret, on a connu il y a quelques jours, c'est notre première canicule de l'année. Ces vagues de chaleur ont des conséquences, on en a parlé, importantes sur notre économie. Ces coups de chaud nous coûtent cher. Je voyais ce chiffre, perte d'activité d'ici 2030, 240 milliards de dollars pour la France, selon Allianz Trade. Alors, je ne sais pas comment on arrive à ce chiffre-là. Alors, déjà, ces coups de chaud coûtent cher. On parle d'un coup de chaud, ça euphémise un peu le truc. Ouais, c'est la première vague de chaleur aussi importante qu'on a connue dans notre histoire, en tout cas depuis qu'il y a des relevés météo. Ça a des effets sur l'économie. Ça ralentit l'économie, je pense qu'on l'a tous vécu, les transports, tous les secteurs d'activité qui se passent en extérieur, le bâtiment. Donc les effets sont réels et les effets sont structurels. C'est-à-dire qu'il y a cette vague de chaleur-là qu'on a vue, dont on a beaucoup parlé, parce que la météo fait parler, elle intéresse. Mais si on prend un peu de recul, et si on prend tous les effets du dérèglement climatique depuis 15 ans, des grêles plus importantes, des inondations, enfin tous ces éléments-là, le coût du changement climatique, nous qu'on indemnise, il a été multiplié quasiment par 3. Aujourd'hui, là, en France, une année climatique normale, c'est un peu plus de 5 milliards de dégâts indemnisés. Pour l'ensemble des assureurs de la place. Pour l'ensemble des assureurs de la place. C'est x3 par rapport à il y a 15 ans. Et on pense que ça va encore doubler d'ici une dizaine d'années. Donc c'est un coût financier qui est majeur, mais il y a tout un coût induit. Et ces études sont très intéressantes. Alors parfois, elles surestiment, sous-estiment. Mais elles fixent quand même un cap, qui est que si on ne s'adapte pas, ça pose la question de l'adaptation, eh ben, on aura des problématiques. Si on ne s'adapte pas, par exemple, je prends un exemple alors, qui n'est pas dans le secteur de l'économie marchande, mais c'est quoi donner des cours si au mois de mai, à l'école, si au mois de mai, il y a 30 degrés très longtemps. Et s'il faut interrompre les cours, que fait-on des enfants? Et que font les parents, qui par ailleurs doivent travailler? C'est-à-dire que tout en cascade, ce que pose avec ces questions climatiques, ce qui a posé cette vague de chaleur comme un exemple, c'est comment s'adapter. Et dans l'adaptation, quelle qu'elle soit, quels que soient les périls, il y a quand même la question du bâti, du logement, la question des territoires aussi qui est majeure. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui en France, sur un certain nombre de périls, pas forcément les chaleurs, mais je pense aux inondations, qu'il y a une vingtaine de zones dans le territoire qui vont être régulièrement exposées. Et dans lesquelles il ne faut plus construire. Oui, où il faut construire différemment, où il faut même repositionner. Et ce qui est assez formidable en France, c'est qu'on a des outils très protecteurs pour gérer ça. On a un super régime CatNat, qui est un régime public-privé qui marche très bien. On a un fonds Barnier qui avait été créé par Michel Barnier dans les années 90 qui permet de financer cette prévention. Sauf que ce fonds aujourd'hui, qui est quasiment doté à 500 millions d'euros par an, il n'est pas utilisé à plein. On ne sait pas vraiment comment il est utilisé. Il n'y a pas de gouvernance transparente par rapport à ça. Et il manque dans les territoires des vrais plans d'adaptation au changement climatique, là encore qui mettent tout le monde autour de la table, toutes les parties prenantes que j'ai évoquées. Ça paraît dingue parce que tout ça est prévisible, encore une fois. On a x3 le coût des sinistres climatiques depuis... D'ailleurs, encore une fois, qui paye la facture in fine? Parce qu'in fine, bien sûr. C'est l'assuré. In fine, c'est l'assuré, mais il y a quelque chose... Ce qu'apporte l'assurance... Ce qu'apporte l'assurance, c'est que la charge est répartie sur toute la population. C'est-à-dire que vous avez un problème, vous, parce que vous habitez, je ne sais pas, dans les Charentes, eh bien, c'est quand même un peu la cotisation de la personne qui habite à Strasbourg ou à la montagne, où il n'y aura jamais de problème d'inondation. Oui. Donc, on fait une sorte de mutualisation
Et la France est un pays très bien mutualisé en assurance qui apporte cette protection-là. Par contre, pour qu'elle dure, pour pouvoir la tenir dans le temps, il faut adapter le territoire, aménager le territoire et donc mettre tout le monde autour de la table sur le sujet. Ces lieux-là n'existent pas en France. Ces lieux pour préparer l'avenir sur ces sujets-là n'existent pas. Ça ferait un beau projet de campagne présidentielle. Les risques sur ce qu'on appelle l'assurabilité des maisons qui sont exposées donc, aux inondations, aux tempêtes, aux submersions marines. Je crois que c'est 47% des communes, j'ai le chiffre, qui sont en zone inondable. 17 millions de Français sont concernés. Est-ce qu'on peut imaginer, dans un avenir plus ou moins proche, Adrien Couret, d'avoir des gens qui ne pourront pas, dit autrement, des refus de prise en charge par les assureurs, des gens qui ne pourront pas trouver un assureur qui viendra couvrir leur maison, comme c'est déjà parfois le cas dans certains endroits aux États-Unis? Alors, on peut l'imaginer. Je tiens quand même tout de suite à préciser qu'aujourd'hui en France, ce n'est pas le cas. La France est un pays d'assurance où les gens sont très assurés, très couverts, et du coup, ce phénomène de partage du risque, de mutualisation, est un phénomène qui joue à plein. Par contre, c'est de plus en plus tendu pour nous. Sachez que nous, en tant qu'assureurs mutualistes, donc j'ai un côté orienté vers l'intérêt des sociétaires, ça fait des années qu'en assurance dommage, on paye plus qu'on ne reçoit en cotisation. Et on fait l'équilibre sur les revenus financiers. Ça veut dire que cette tension-là, si elle dure, peut-être que ça créera à un moment des vraies problématiques d'assurance. Et c'est là où je reviens à la question de l'adaptation des territoires. Il faudra peut-être plus demain nous demander d'assurer un territoire où on sait que tous les 2 ans les maisons ont les pieds dans l'eau. Ouais. Et peut-être s'occuper dans ce cas-là de ce qu'il faut faire. Comme ça a été le cas dans le nord de la France il y a 2 ou 3 ans, on a eu le même territoire, les pieds dans l'eau. Eh bien, il a fallu l'intervention du fonds Barnier, repositionner les maisons. Est-ce qu'on peut le faire en anticipation ? Moi, j'appelle que dans les territoires concernés, il y ait des plans territoriaux d'adaptation au changement climatique qui permettent de mettre tous les acteurs autour de la table, secteur public comme secteur privé, l'expertise des assureurs, une transparence sur les cartographies, parce que les cartographies sont multiples aujourd'hui sur le sujet. Pourquoi ? Parce qu'on a peur des effets sur les impacts sur le prix de l'immobilier. En réalité, il y a une peur politique un petit peu par rapport à ça. Mais nous estimons que c'est une question de sécurité pour les personnes. Là encore, alors les chiffres que vous avez donnés sont spectaculaires, c'est une exposition générale, mais il y a plus précisément une vingtaine de zones géographiques qui vont être très, très exposées demain, et c'est celle-là qui... Eh bien, il faut augmenter dans ces cas-là les primes d'assurance dans ces zones-là, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit ceux qui sont à un autre endroit de France, qui sont protégés, qui payent aussi, on peut comprendre aussi. Alors, c'est un raisonnement qu'on commence à entendre, et c'est un raisonnement qui est mortifère. L'hyper-individualisation des primes d'assurance, qui est ce à quoi poussent des start-up, parfois même la Commission européenne. En fait, c'est la fin de la mutualisation. Et surtout, et comme c'est la fin de la mutualisation, vous allez avoir pour le coup là des millions de Français. C'est ce qui se produit un peu au Royaume-Uni, qui est un pays peu mutualisé en assurance. Il y a plein de gens qui sont évacués de la solution assurantielle. C'est le cas des États-Unis également. Donc cette mutualisation, ce partage du risque à l'échelle du pays, c'est un petit trésor en fait. On ne s'en rend pas compte. Mais par exemple en Allemagne, vous n'avez que la moitié des habitants qui sont assurés en cas d'inondation. Parce qu'il n'y a pas cette culture assurantielle. Ils commencent à se dire que c'est un problème. En Italie, il y a aussi des problèmes de couverture assurantielle. L'État commence à se dire ça serait bien de rendre obligatoire une couverture nationale. Parce que ça permet de faire cette espèce de protection collective en fait, qui est l'assurance. Et ce sujet-là, on le connaît peu. Mais il est absolument fondamental et très important dans notre pays. C'est la raison pour laquelle, même si on rouspète, sans doute vous aussi, David Jaco, tous les ans sur l'augmentation de la prime d'assurance, les primes d'assurance habitation en France, c'est parmi les plus basses d'Europe. C'est vrai ça ? Mais oui, mais pourquoi ? Parce que c'est très mutualisé, parce qu'il y a le régime CatNat. Et donc, et c'est l'autre élément qui est important, et je redis, vous m'avez posé la question, la hausse des cotisations d'assurance en France depuis 10 ans, elle accompagne l'augmentation des remboursements. Il n'y a pas d'augmentation de la marge des profits des assureurs, en tout cas des assureurs mutualistes. C'est juste que le monde autour de nous, il est en train de changer. Et la question qu'on se pose année après année, c'est jusqu'à quand le pouvoir d'achat des Français va le permettre. Et c'est là où on arrive à des solutions qui doivent être des solutions de prévention. On y revient toujours à la prévention. Mais oui, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut revenir à l'origine du risque. Si la population française devient trop malade, si on laisse le territoire français trop exposé au risque climatique, il y a un moment où la facture ne pourra pas suivre. C'est vrai que pour les risques climatiques, souvent on se dit mon assureur paiera. C'est le réflexe que chacun a. Ouais, alors, je peux vous donner un repère là-dessus. On a l'impression que les assureurs ont les poches profondes. Quelle est la dernière grande crise qu'on a vécue ? C'est le Covid. Le Covid, il y a eu une sorte de super assurance qui a été fournie ça a été le quoi qu'il en coûte. Ouais. Le quoi qu'il en coûte, ça a été 200 milliards d'euros, on le sait aujourd'hui. 200 milliards d'euros, c'est les fonds propres de tout le secteur de l'assurance. C'est-à-dire que si vous aviez demandé à l'assurance privée seule
d'assumer le coût du Covid, vous l'auriez rayé d'un trait de plume. Donc l'assurance peut beaucoup, mais elle peut dans un cadre de fonctionnement. L'évolution extrême du risque va être quelque chose qui peut être plus problématique et où la question de l'assurance seule ne suffira pas. Il faut traiter en prévention, il faut faire évoluer les comportements, il faut investir pour se protéger. Tout ça, ce sont des sujets pour la présidentielle aussi. Totalement. On a parlé d'assurance de santé, de retraite, d'assurance habitation. Ce sont des sujets pour la... Mais parce que quand on parle de ça, David Jaco, on ne parle pas d'assurance en réalité. On parle de protection. Et nous, quand on interroge les Français, tous les ans, le groupe AMA fait un observatoire. C'est pas qu'ils veulent plus de protection. Le groupe AMA, tous les ans, fait un observatoire de la protection et on pose plein de questions, mais notamment une qui revient, c'est est-ce que vous vous sentez bien protégé ? Et on voit année après année le sentiment de protection qui diminue, qui est très minoritaire dans le pays. Alors que, on le sait, il y en a des dispositifs... Le sentiment baisse alors que la réalité ne dit pas la même chose. Oui, mais je pense que ce que ça exprime, c'est une notion de vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que la fragilité peut venir de partout. Elle peut venir de sa vie personnelle, elle peut venir de son travail, mais elle vient aujourd'hui de la géopolitique. Des risques. Ouais. Le risque pandémique, si vous voulez, moi, la crise Covid, ça a été le premier vrai risque pandémique auquel ma génération a été confrontée. Plein de générations en réalité, puisque c'était le précédent vrai risque pandémique, c'était la grippe espagnole. Donc on a cette aujourd'hui hyper-exposition au risque et une attente de protection ou de rassurance plutôt, qui est plus forte. Pas d'assurance, mais de rassurance. Et là-dessus, la réponse n'est pas que financière. C'est le fait de comment on permet aux gens de s'occuper d'eux-mêmes. Et on revient à cette question de la prévention. Regardez les débats aujourd'hui sur la question de la santé, qui tournent plus seulement autour d'une santé individuelle, mais de l'environnement dans lequel je vis, la question de l'alimentation, la question de la pollution dans l'eau, la pollution dans l'air, la question des pesticides. C'est des sujets qui ont quitté le territoire politiquement situé de l'écologie pour rejoindre la discussion en repas de famille, en fait. Ça devient un sujet politique au sens très large du terme. Peut-être, là encore, un sujet de présidentiel. Allez, merci beaucoup. Entretien donc avec Adrien Couret, directeur général d'AMA Group, invité de la grande interview en direct, également en replay sur Boursorama et sur YouTube. Merci à vous. Merci David.